Bonjour à tous, et puis je voudrais commencer en disant que ça me fait très plaisir d'être ici. Alors, je voudrais commencer par donc je vais vous parler de ça, des environnements capacitants à l'ergonomie constructive. On vient de rappeler que j'étais le père du concept, sinon le grand-père, mais de certaine façon je souhaite que le concept qui est en train de naître d'une certaine façon. Ce que je constate, c'est que le terme a une espèce d'appel très fort dans un certain nombre de milieux. Les gens qui travaillent sur le handicap, par exemple, sont très friands du concept. Il y a un côté un peu mot-valise, quoi. D'une certaine façon, ça plaît beaucoup et on ne sait pas toujours forcément très bien ce qu'il y a dedans. Et je crois que le travail qu'il y a à faire, actuellement, c'est essayer de préciser qu'est-ce qu'on entend par là. Et toujours un peu pour commencer, je voudrais dire à quel moment l'idée est apparue. Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2005. Et c'est le contexte, pour moi, j'étais en fin de mandat en tant que président de l'Association internationale d'ergonomie. Mon mandat se termine en 2006 à l'occasion du congrès de l'IEA à Maastricht. Et lors de ce congrès, quand on termine son mandat, on a l'occasion de parler à un public international, qui est les gens qui sont présents dans la salle. Et c'est pas si fréquent qu'on a l'occasion, la chance, finalement, de s'adresser à l'ensemble de la communauté, enfin l'ensemble de la communauté, ceux qui sont là évidemment, mais représentant la diversité des points de vue sur l'ergonomie dont j'avais aussi beaucoup pu me rendre compte au travers des visites que j'avais faites pendant mes années de mandat, en fait, dans différentes parties du monde. Et où je voyais bien qu'il y avait quand même, ce qui était mis derrière le mot ergonomie, c'était très divers. C'est très divers, on n'a pas du tout une position homogène. Et du coup, je pense que mon idée, c'était que le message qu'on pouvait adresser à cette occasion à la communauté, c'était important. C'était un moment de parole, finalement, devant l'ensemble des collègues du monde entier. Alors, il y avait un autre élément de contexte qui était que 2006, c'était les 50 ans de l'IEA. L'IEA a été fondée suite à un séminaire qui s'est tenu en 1957 aux Pays-Bas, qui était à l'époque de la reconstruction en Europe, après la guerre. Et cet séminaire donc, était financé par l'Agence de productivité européenne, et auquel ont participé un certain nombre de gens de différentes parties du monde, mais surtout d'Europe et des USA. Et lors de ce séminaire, il a été décidé de fonder une association qui est devenue l'IEA. Alors, comme il y avait cette opportunité particulière en 2006, je me suis plongé dans les archives de l'IEA qui sont hébergées par le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Donc on a tout ça, et dans ces archives, il y a un texte qui a été produit par un petit groupe de gens à la fin de ce séminaire, dans lequel ils expliquent pourquoi il faut une association. C'est un texte très court, c'est 1 page et demie, et ça se termine par paragraphe que je voudrais rappeler ici, qui est donc le dernier paragraphe de ce texte, les demandes nouvelles de l'industrie moderne, l'application croissante de la mécanisation et de l'automatisation, et le concept de médecine constructive visant non seulement à la prévention de la maladie et des accidents, mais aussi à la réalisation de la santé. Tout ceci focalise l'attention sur l'homme comme nécessairement l'objet central d'intérêt dans l'étude de la performance industrielle. Alors, ce qui m'a énormément frappé en découvrant ce texte, en fait, c'est cette idée de médecine constructive qui était mise en avant à l'époque. Alors, bien sûr, à l'époque, le point de vue sur l'ergonomie était un point de vue essentiellement physiologique, effectivement. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on parle de constructive medicine. Mais cette idée cette idée de médecine constructive devait se voir pas seulement en termes d'état de santé des personnes, mais d'une façon plus dynamique, développementale, donc en disant qu'il s'agit de réaliser la santé, construire la santé. Alors ça m'a beaucoup frappé qu'en 1957, ce soit déjà ça qui était dit. Et je pense que ça a été perdu ensuite. Cette idée s'est perdue. En fait, c'est ensablé un peu. Je pense que finalement, ce que j'essaie de développer avec l'idée d'ergonomie constructive aujourd'hui, c'est quand même une espèce de renouveau de ce point de vue qui est donc pas du tout récent.
Alors, cette idée de construction, elle a été aussi développée par un grand nombre d'ergonomes, en fait, plus ou moins confusément, je pense, mais notamment dans un texte de Montmolin en 1993 qui parle de santé cognitive. C'était dans le cadre d'un congrès de la Société d'ergonomie langue française qui se tenait à Genève, et dans lequel on lui avait demandé de travailler sur le sujet. Et donc il écrit ceci: la santé cognitive, c'est être compétent, c'est-à-dire disposer de compétences qui permettent d'être embauché, de réussir, de progresser. L'ignorance, les connaissances approchées ou en mosaïque peuvent conduire à une misère cognitive, source éventuellement de misère sociale. Alors ce qui m'intéresse là-dedans notamment, c'est l'idée de réussite et de progrès. Il y a déjà cette idée que finalement que aussi on va construire en fait, se construire au travail. Et donc, dit de Montmolin dans le même texte, il se prononce pour une organisation du travail qui permette aux opérateurs le maximum d'efficacité, c'est-à-dire la pleine mise en œuvre de leurs compétences. C'est l'idée qu'on utilise à plein ces compétences, qu'on peut se développer. Et du coup, j'avais eu l'occasion d'écrire dans un autre texte ensuite, l'idée c'est pas de supprimer toute difficulté, mais de proposer des difficultés traitables et intéressantes. Par difficultés traitables, ça veut dire des difficultés pour lesquelles on dispose de ressources, parce que si on n'a pas des ressources pour traiter une situation, évidemment, c'est pas du tout positif, et donc de concevoir des tâches à un niveau d'exigence acceptable, mais des difficultés aussi intéressantes, c'est-à-dire que l'idée c'est que l'intérêt du travail, c'est aussi d'être dans des situations où on doit résoudre des problèmes, surmonter des difficultés et apprendre. Ce qui est, si vous voulez, j'avais aussi dans d'autres textes, je parlais de théorie du hamac, théorie implicite du hamac. Il y a chez un certain nombre de collègues, et beaucoup dans les représentations, je pense, du public, il y a cette idée que l'ergonomie, l'objectif, c'est de supprimer toute difficulté. Non, c'est pas ça. C'est supprimer les difficultés inutiles. En soi, faire face à des difficultés, c'est un facteur de progrès. Et donc, du coup, ça amène à deux types de questions. Comment est-ce qu'on peut concevoir un système de travail qui permette un exercice fructueux de la pensée, qui permette de réussir dans ce qu'on fait? Et puis une autre question qui est comment se concevoir un système de travail qui favorise le développement des compétences, donc qui permettent d'apprendre. Et du coup, ça amène à se poser la question, aussi qui est une question importante depuis quelques années, sur l'idée du travail de qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de qualité? Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? Alors je voudrais souligner à ce propos que quand on dit travail bien fait, ça, on peut le prendre dans deux sens différents. Il y a cette idée que les personnes qui sont au travail souhaitent produire un travail de la qualité la meilleure possible. Mais on peut penser ça aussi en termes du travail des managers, des organisateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un travail qu'ils ont bien fait, c'est-à-dire un travail qu'ils ont bien conçu pour les autres? Qu'est-ce que ça doit être justement? Un environnement de travail fructueux. Alors je prends un exemple qui va vous paraître un peu peut-être bizarre, mais pour enfoncer cette idée qu'il y a une espèce d'appétit quand même chez l'être humain pour la résolution de problèmes, le dépassement. Alors il se trouve qu'il y a au sein du CNAM une école qui s'appelle l'ENJMIN, qui est l'école nationale des jeux et des médias interactifs numériques, et qui forme des gens qui conçoivent des jeux vidéo. Et là-dedans, il y a plusieurs branches, dont des ergonomes qui travaillent à la formation de ces personnes. Et donc qui ont eu à réfléchir à qu'est-ce que c'était un bon jeu. Qu'est-ce que c'est la caractéristique d'un bon jeu. Alors, l'idée c'est que ce qui rend intéressant un jeu, c'est le dépassement. C'est-à-dire le fait de passer par-dessus une difficulté, de résoudre une difficulté pour passer à un niveau supérieur. Et donc, ce qui est un bon jeu, de leur point de vue, il y a cette volonté hédonique liée à ce dépassement, que pour que le jeu soit bon, il faut que le joueur puisse effectivement dépasser les difficultés, parce que si c'est impossible, évidemment, c'est complètement frustrant. Et donc, il faut donner des challenges, des défis, donner des indices qui permettent de dépasser la difficulté. Et donc, il faut paramétrer le jeu pour qu'il soit faisable par un joueur d'un niveau donné. Et vous avez un certain nombre de jeux où on peut justement faire ce paramétrage. Justement pour se trouver toujours à la limite de ce qu'on ne sait pas faire, en fait. Et du coup, si on projette là-dessus les modèles un peu de type Vygotsky, on peut dire que le jeu vidéo, c'est un environnement proximal de développement. Il faut être en permanence juste à la limite de ce qu'on ne peut pas faire, et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Alors du coup, ça amène à cette idée d'une ergonomie constructive qui est fondée sur l'idée que l'objectif, ça doit être le développement.
Et si on prend cette acception des choses, le développement, on va le voir sous 3 angles différents. D'abord, on va le voir comme un fait, c'est-à-dire que les constats systématiques, quand les uns et les autres ici, on intervient dans des situations de travail, c'est que les gens apprennent. Les gens peuvent se développer plus ou moins bien, suivant les situations. Alors là, après, il y a la question du type d'environnement dans lequel ils sont placés, mais qu'il y a d'une part cette activité productive et d'autre part cette activité constructive qui se construisent dans le travail. Deuxième point, c'est que du coup, pour l'ergonomie, le développement peut être pensé comme un objectif, c'est-à-dire c'est une finalité de l'action de concevoir des situations où les gens peuvent se développer. Et pas seulement comment on peut prévenir des situations. Bien sûr, il faut le faire, prévenir des situations délétères. Mais ça ne peut pas être l'objectif ultime de l'ergonomie que de faire ça. Et donc l'idée, c'est plutôt de regarder quelles sont les conditions et les entraves au développement qu'on trouve dans les situations et comment donc aider à ce que ces entraves soient levées, comment améliorer les choses de ce point de vue-là, mais sous l'angle justement du développement. Et puis le dernier point, c'est l'idée que le développement, c'est aussi un moyen pour l'ergonome, c'est-à-dire que les processus même d'intervention dans les situations de travail doivent être des processus de développement. Peut-être le travail le plus exemplaire de ce point de vue-là de ces dernières années, c'est la thèse en France, en tout cas, c'est la thèse de Joanne Petit, qui est tout à fait exemplaire, à mon sens, sous cet angle. Et l'exemple que je vais prendre, d'ailleurs, va être assez proche d'une certaine façon. Mais donc, il y a cette idée que les outils même de l'ergonome, ça doit être des outils développementaux. Alors, bien sûr, je m'étais pas mal appuyé à l'époque sur, et je m'appuie toujours, sur les idées d'Amartya Sen, qui est notamment sur son modèle des capabilités. Donc, ce que dit Sen, c'est que la capabilité, c'est l'ensemble de ce que peut faire une personne réellement à un moment donné, qui choisit de le faire ou pas. Et la liberté, c'est avoir des capacités qui permettent effectivement de faire des choix réels dans tous les aspects de la vie. Et donc, pour Sen, ce qui est le bien-être, la liberté, c'est le résultat, pas seulement des options, mais de la possibilité réellement d'utiliser ces options. Alors donc, l'exemple aussi qu'on donne souvent là-dessus, c'est sur comment, du droit de vote. Le droit de vote, ça n'a pas de sens pour Sen. Le droit de vote en soi n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est la capacité de voter. Et la capacité de voter, ça suppose tout un ensemble de choses qui vont faire que ce droit de vote va pouvoir être mis en œuvre dans le réel par les personnes. Ça suppose l'accès à l'éducation, l'existence de partis politiques, la liberté de parole, la liberté de la presse, l'organisation efficace et équitable des élections et le droit de vote. Évidemment, s'il n'y a pas le droit de vote, on n'a pas la capacité de voter, mais ça ne suffit pas. Alors plus tard, j'aurai l'occasion de dire que tout ça, ça peut être repris, et ça a été repris par Sen en termes de facteurs de conversion, qui est une autre idée très importante qu'il faut retenir de Sen. Tout ça, l'accès à l'éducation, c'est un facteur de conversion. C'est un des éléments qui permet de transformer le droit de vote en capacité de voter. Un des éléments. Alors, l'autre texte qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, c'est ce texte de Mahbub Haq, qui est donc un banquier à l'origine, qui était créateur avec Sen de l'indice de développement humain et qui a été le premier directeur du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, et qui écrivait, là, peu de temps avant son décès, donc l'objectif de base du développement est d'élargir les choix des personnes. On vous retrouve complètement à l'idée de Sen, c'est la quantité d'options possibles, le fait qu'il y ait un certain nombre d'options possibles qui définit la liberté. Et en principe, ces choix peuvent être infinis, peuvent changer au cours du temps. L'objectif du développement est de créer un environnement capacitant, de sorte à ce que les personnes puissent bénéficier de vies longues, en bonne santé et créatives. Alors cette idée évidemment d'environnement capacitant, évidemment que Mahbub Haq ne prend pas du tout dans nos termes à nous. Il pense beaucoup plus en termes de politique publique, en réalité. L'objectif des politiques publiques devrait être d'élargir les possibilités de choix des individus. Mais évidemment, ça tout de suite, ça résonne pour les ergonomes. On demande après tout, on cherche à créer des environnements de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un environnement capacitant pour nous? Alors, j'avais défini dans un premier texte là, 3 points de vue sur cette idée d'environnement capacitant qui rebalayent en partie les objectifs classiques de l'ergonomie, mais en y ajoutant une vision développementale qui est peut-être un peu plus originale, en tout cas si je me place au niveau de l'ergonomie dans le monde.
Donc, à point de vue préventif, un environnement qui ne soit pas agressif pour l'individu, qui préserve ses capacités futures d'action, donc non délétères. Et on retrouve là une dimension très très classique de l'ergonomie, alors de prévention des risques, diminution d'exposition à tout ce qui est négatif, les toxiques, ou les exigences même de prescriptives du travail. Un point de vue universel, là aussi, c'est des choses qui ont été très tôt développées en ergonomie. L'idée de se dire qu'il y a des différences interindividuelles, il ne faut pas créer des systèmes qui soient excluants, et donc qui permettent, donc, en fonction de différences qu'on a les uns et les autres, qui soient accueillants par rapport à ces différences, et qui compensent aussi de façon longitudinale les évolutions liées à l'âge, aux maladies, et ainsi de suite, et qui donc préviennent l'exclusion. Là encore, quelque chose de pas forcément très nouveau, mais ça doit évidemment couvrir. L'idée d'environnement capacitant doit aussi couvrir ça. Et enfin, peut-être plus original donc, l'idée qu'il s'agit de réussir et d'apprendre, aussi, de permettre la réussite et l'apprentissage. Dans les modèles classiques qui nous ont formés les uns les autres en ergonomie, il y a une forme de dichotomie, ou un risque en tout cas de penser qu'il y a une dichotomie entre les résultats en termes de performance pour l'organisation et des résultats plus du côté du sujet qui seraient vus plus en termes justement de bien-être, notamment physique. Alors, je pense que, alors c'est vrai que ces deux choses existent, bien sûr, mais il faut se garder d'une erreur potentielle qui serait de se dire que les objectifs de performance ne sont pas aussi des objectifs subjectifs. Le fait de réussir dans son travail, c'est la volonté de 99,9% des gens. Les gens souhaitent réussir, faire un travail de qualité. Et en fait, le problème, c'est que très souvent, les environnements dans lesquels ils sont placés ne leur permettent pas d'atteindre le niveau de qualité qu'ils souhaitent. Mais dès lors qu'on dit ça, dès lors qu'on dit que justement, par exemple, une partie des risques psychosociaux peuvent être attribués à ce décalage entre ce qu'ils souhaitent faire, la qualité que les personnes souhaitent produire et la qualité que l'organisation leur laisse produire, ce décalage négatif, dès lors qu'on se dit ça, on est bien dans cette idée qu'il y a une volonté de performance ou de qualité de ce qu'on produit qui est générale ou quasi générale. Voilà. Donc il ne faut pas prendre la réussite comme quelque chose qui est uniquement lié à l'organisation. La réussite, c'est aussi quelque chose que les gens veulent. Alors, après, la question, c'est est-ce que c'est de la même réussite qu'on parle ? Est-ce que c'est la réussite subjectivement pour la personne, c'est la même que celle qui est demandée? Parfois non. Ok, donc trois points de vue, c'est ce genre de choses qu'il faut faire évoluer, et d'autres, comme on va le voir. Alors, un mot sur l'idée de facteur de conversion. Alors qu'on trouve déjà donc chez Sen, mais qui était repris notamment en sciences de l'éducation en France, notamment par Solveig Fernagu-Boudet, que je cite ici. Donc, qui est défini comme l'ensemble des facteurs qui facilitent ou entravent la capacité d'un individu à faire usage des ressources à sa disposition pour les convertir en réalisation concrète. Il suffit pas qu'il y ait des ressources dans l'environnement pour qu'elles soient utilisées, ni pour qu'elles soient utilisables. Il y a besoin qu'on reconnaisse que telle chose est une ressource, qu'on dispose des connaissances qui permettent de reconnaître comme une ressource, qui permettent d'utiliser ces ressources. Alors, un exemple caricatural, mais si vous jetez un téléphone portable au fin fond de la forêt amazonienne et que quelqu'un qui traîne par là tombe dessus, ça ne sera pas une ressource. Et donc, alors, je m'appuie sur donc, la thèse qui est en fin de parcours là, de Justine Arnoux, là, qui a travaillé dans une très grosse société, qui est chez Veolia, une très grosse société française, je pense qu'on peut dire le nom, et qui avait mis en place un changement managérial où ils externalisaient en interne les services. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ils disaient voilà, il y a un service paye, finalement le service paye, c'est pas spécifique de telle ou telle filiale, c'est quelque chose qui peut être partagé entre plusieurs filiales, donc on externalise le service paye de ces filiales dans une nouvelle filiale qui est à l'intérieur du holding global. Et donc ça s'appelle les centres de services partagés. Donc on crée donc des endroits où on crée donc ces personnes qui vont travailler sur le sujet.
Alors ça c'est très compliqué, y compris du point de vue ressources humaines. Hein. Il y a des gens qui, du coup, ça fait provoque des déménagements de l'entreprise, et donc il y a des mutations, des départs, des embauches de personnel, beaucoup de choses bougent. Ça propose surtout un éloignement du service et des bénéficiaires du service. Le service paye, par exemple, dans une filiale donnée, au départ, il était en contact avec les bénéficiaires immédiats. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Il y a un correspondant dans la filiale, mais il n'est plus directement en contact avec les besoins. Et donc, ce qu'on constate, c'est ce que Justine constate, c'est une transformation profonde des rapports de travail et de la production de la performance. Comment on fait pour rester performant dans un système qui, globalement, est vécu par les personnes comme une dégradation de la performance? Alors, ce que je décris rapidement, c'est comment le processus d'analyse et d'intervention s'est passé. 3 temps, une analyse des règles qui étaient données à l'organisation et de leurs conséquences sur le travail des personnes, une mise en évidence des tentatives d'adaptation des gens pour que les choses marchent quand même, parce que c'est ça aussi qui est terrible dans ces situations, c'est qu'on voit que les gens se décarcassent pour essayer de faire en sorte que, vaille que vaille, quand même les choses tournent. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a une recherche de qualité, de performance, elle est bien du côté des opérateurs, des opératrices d'ailleurs surtout en question. Et puis enfin une mise en œuvre par Justine d'une méthodologie de conversion, justement, qui est à la fois une méthodologie comme on le verra, de création d'un environnement capacitant, mais aussi de mise en dynamique de l'organisation. Ce qu'elle constate, c'est que le contrat qui est établi entre le CSP, le Centre de services partagés, et les filiales, c'est des contrats de type relation client-fournisseur, tels qu'ils ont été décrits par d'autres auteurs, c'est-à-dire des contrats où on confine complètement l'activité. Le CSP est supposé savoir ce qu'il a à faire et être capable de le faire. Le demandeur est supposé savoir ce qu'il doit donner au CSP et à quel moment il doit le donner, et tout ça doit fonctionner de façon réglée, comme si, sans qu'il y ait intervention, sans qu'il y ait même besoin de se causer. On n'a pas besoin de se parler. Et tout ce qui est raté là-dedans, tout ce qui est besoin de se causer, c'est vécu comme, c'est prescrit comme une erreur, d'une certaine façon. Voilà. Alors évidemment, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a en permanence des problèmes à traiter. Alors, notamment dans les règles, il y a notamment l'idée qu'il ne faut pas se téléphoner. Il ne doit pas y avoir besoin de se téléphoner. Et 2, s'il y a besoin de dire quelque chose, il faut envoyer un mail, parce que comme ça on peut tracer les choses. Mais évidemment, ça marche pas. Ça marche pas, comme on va le voir. Donc du coup, ça valorise une dimension plutôt coordination. Je fais ça avant pour que tu puisses faire ça, plus qu'une dimension de coopération. Alors, ce que constate dans un premier temps Justine, c'est que ces règles qui sont données vont être contournées ou violées dans certains cas pour permettre de faire le travail. Donc s'il y a une question particulière à se poser sur la paye de tel salarié, il faut rentrer en contact, sinon on va mal faire le travail, donc on va se téléphoner, plus ou moins en douce. On va échanger des informations au-delà de ce qui est prescrit, et donc plus généralement on va trouver des procédures de contournement des principes retenus initialement. Alors tout ça se fait bien entendu avec une espèce d'accord de type politique de l'autruche, de la hiérarchie. On n'est pas censé faire ça, mais tout le monde sait bien qu'il faut le faire, parce que sinon il n'y avait plus rien qui marche, comme d'habitude. Et donc on peut voir ça comme une volonté de réaliser le service, en violant donc le contrat de service tel qu'il est pensé, mais en rétablissant une relation de service. Parce que finalement, ce qui est prescrit, c'est un contrat de service sans relation de service. Donc première chose, c'est on a cette espèce de tentative un peu désespérée pour essayer de remettre de la performance dans un système qui n'est pas assez. Finalement. Alors donc ensuite, ce qu'elle a mis en place, et là-dessus que je terminerai, c'est ce qu'on a appelé la co-analyse constructive des pratiques. L'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des tentatives de reconception dans l'usage. On reconçoit l'organisation, même dans l'usage même de l'organisation. Mais on le fait plus ou moins bien, parce que c'est un bricolage plus ou moins efficace, quoi. Et donc, il faut essayer d'outiller ces tentatives et d'autre part, essayer de mettre l'organisation en mouvement pour que des facteurs de conversion se mettent en place de façon pérenne. Alors, le principe de la méthode, ça consiste donc à organiser des visites réciproques de sites où des opérateurs donc, qui sont en liaison distante, qui ne sont pas supposés se voir, se rendent visite l'un l'autre. Donc l'opérateur A va rendre visite à l'opérateur B, il observe son activité, il commente, etc. Et ensuite, un autre jour, c'est l'inverse. Évidemment, on choisit des périodes où il y a quelque chose de plus, une activité plus importante à observer. Voilà.
une espèce d'allo-confrontation en réel, finalement. Hein. On observe l'autre en réel. Et on commente, on échange. Alors ça donne des choses comme ça, évidemment les opérateurs sont tous volontaires et on a des déclarations comme celle-là. Pour moi c'est demain c'est la visite réciproque. C'est intéressant pour moi aussi parce que je vais voir quelles sont ses problématiques à lui, parce que moi peut-être quand je fais quelque chose, quand j'envoie quelque chose, voilà, je me dis pas que le fait de ne pas lui mettre ça ou de ne pas lui dire ça, ça va créer un problème sur son édition de paye, alors peut-être que si. Hein. Donc il y a une connaissance du travail de l'autre et des impacts finalement hein, du travail de son propre travail sur le travail d'autrui. On a une série de déclarations qui me permettent de mettre certaines choses en évidence. On réalise le travail que fait l'autre. Hein. C'est long de devoir saisir toutes les primes. Je croyais que les systèmes étaient interfacés. C'est exactement ce qu'il faut faire pour me faciliter la tâche. Ne fais pas plusieurs tableaux parce que moi après c'est compliqué, etc. Il faut que je vois ici avec tel service si c'est possible de changer parce que ça serait mieux, bien sûr. D'accord, je mettrai le cumul, je ne savais pas que c'était utile pour toi, etc. Donc il y a alors ce qu'on appelle l'activité conjointe, c'est un terme qu'on emprunte à Philippe Lorino, qui est un prof de gestion qui a travaillé beaucoup sur ces questions, qui est très proche de l'ergonomie à mon sens. Et donc, donc, du coup, ça amène à se dire qu'est-ce que c'est une intervention capacitante. Bon, le premier objectif, c'est construire un environnement capacitant, c'est-à-dire créer un environnement où le système de règles, justement, permet de faire le travail. Le système de règles, l'organisation physique de l'espace, et ainsi de suite. Hein. Mais c'est aussi mettre en place une organisation capacitante. Une organisation capacitante, c'est une organisation qu'on peut mettre à sa main, c'est-à-dire où il y a la possibilité de travailler sur les règles elles-mêmes de l'organisation, de faire évoluer les choses. Donc, qui encourage ce travail d'organisation qui a été beaucoup décrit notamment par Gilbert de Tersac depuis quelques temps, cette idée que, et les sociologues plus généralement, cette idée que l'organisation, ça ne va pas être vu seulement comme une structure, c'est un processus finalement, c'est un processus permanent de reconstruction des relations entre les personnes, les services et ainsi de suite. Donc une organisation capacitante, c'est une organisation qui permet justement cette reconfiguration permanente. Et donc du coup, on passe des environnements, l'idée d'environnement capacitant à l'idée d'organisation capacitante. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le premier, hein, mais les deux points sont à regarder et à préciser probablement. On a beaucoup parlé d'ergonomie de l'activité pour définir ce qu'on faisait. Alors c'est vrai que c'est une dimension importante de ce qu'on fait. Je pense que ça serait ce qui nous différencie réellement par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est beaucoup plutôt cette idée d'ergonomie constructive. Alors elle est fondée sur l'analyse de l'activité, hein, bien sûr, mais l'une est emboîtée dans l'autre, si vous voulez. Mais quand même, c'est cette idée d'élargir les objectifs de l'intervention, pas seulement au fait un travail qui n'est pas dangereux, délétère, etc., mais un travail qui permet de se développer, qui nous différencie vraiment. Voilà.